Bonjour à tous. On va commencer. Je vois qu'il est 11h30. Bienvenue à tout le monde. On va parler de retail média pendant une petite demi-heure. Alors, retail média, BCG évaluait l'opportunité pour les distributeurs en mai 2021 à 100 milliards de dollars. Et on va voir dans quelques secondes que même cette prévision a pas mal évolué en 18 mois. Alors, si on passe au prochain slide, on va parler rapidement de Dunnhumby pour ceux qui ne connaissent pas, mais simplement 2 slides. Et ensuite, on parlera des 6 facteurs clés de succès que nous, on a vu dans le retail média en travaillant avec un certain nombre de distributeurs en Europe et dans le monde. Et donc, on va vous apporter ce retour d'expérience sur d'abord la vision qui doit être portée par le management pour faire réussir le retail média en interne. En 2, quels canaux on monétise. On parle beaucoup du digital. On peut parler du magasin, on peut parler du CRM, on peut parler du programmatique. On va parler de l'offre, comment doit être composée l'offre. On va parler évidemment de la composante data qui est clé. On va parler de l'infrastructure tech qui est requise. Et enfin, des éléments de mesure pour le retailer sur l'évolution de son offre média. Alors, si on passe au slide d'après, Dunnhumby rapidement, c'est une boîte anglaise créée en 1989. On travaille avec à peu près 80 distributeurs dans le monde. On a été créé au sein de Tesco, et on appartient à Tesco depuis la fin des années 2000, parce qu'on avait créé le programme de fidélisation de Tesco à l'époque, puis on avait, avec un certain nombre d'ingénieurs en interne, développé un certain nombre d'outils que Tesco utilise depuis et qui font appel à la data science. Dunnhumby, c'est une société à la base de data science. On a 25% de nos effectifs, 500 personnes qui sont des data scientists, basés en Inde et en Angleterre. Et donc, on aide les retailers à utiliser leur data pour être plus performants dans leur activité de tous les jours. Si on passe à la slide d'après, on fait 2 choses chez Dunnhumby. On va parler d'une des 2 choses aujourd'hui. En haut, c'est la partie qu'on n'évoquera pas aujourd'hui. On aide les retailers à utiliser leur data pour être plus performants dans toute leur activité traditionnelle. La gestion de l'assortiment, la gestion du pricing, la gestion du programme de fidélisation, la gestion de la data évidemment. Et donc à chaque fois on part de la data, on applique nos algorithmes de data science et on essaye d'apporter de l'efficacité avec des prestations de conseil et évidemment des solutions en SaaS. La deuxième activité de Dunnhumby, c'est la monétisation qu'on a commencé avec Tesco en 2005 et qu'on poursuit avec beaucoup de distributeurs dans le monde maintenant aujourd'hui. À gauche, vous voyez la monétisation de la connaissance cliente. On ne va pas parler aujourd'hui que certains distributeurs font avec Dunnhumby ou avec d'autres. Et à droite, ce qu'on appelle le retail média, donc la monétisation du média dans un certain nombre de canaux qu'on a listés ici. Voilà pour Dunnhumby. On va parler des facteurs clés de succès du retail média, en commençant par quelques chiffres. Je vous disais, en avril 2021, BCG évaluait l'opportunité du retail média à 100 milliards pour les distributeurs. Aujourd'hui, on parle de 820 milliards, uniquement pour les distributeurs dans le monde. Donc vous voyez que le chiffre a déjà pas mal bougé. C'est vrai aussi en Europe, même si le retail média en Europe, c'est pour la plupart du temps, pour l'instant, encore Amazon, qui capte 85% de l'opportunité, et qui est parti évidemment bien avant tous les distributeurs. La France connaît un développement du retail média assez important quand même. On est à 384 milliards, 30% de croissance au premier semestre 2022. Donc ça bouge aussi en France. Alors, on va regarder un petit peu d'autres chiffres. Nous, on situe l'opportunité, ça c'est important je pense comme chiffre, pour un distributeur alimentaire classique, et par classique j'entends un distributeur qui a des magasins, à 1% au minimum de son chiffre d'affaires. Donc on pense que 1% du chiffre d'affaires doit être le revenu média d'un distributeur alimentaire aujourd'hui. Amazon, avec 31 milliards en 2022, est déjà à 5.
mais ce n'est pas un distributeur traditionnel, il n'a pas de magasin, il a une activité 100% e-commerce, ou presque, et il l'a construite autour du retail média qui vient apporter la profitabilité avec le cloud à l'ensemble de l'entreprise. Et vous voyez que les revenus médias d'Amazon aujourd'hui, c'est 7% des dépenses publicitaires digitales mondiales. Donc les géants type Google ou Facebook commencent déjà à avoir des impacts de la progression du retail média chez Amazon. Ensuite, on a listé 2 acteurs qui sont Kroger et Tesco, que Denby a accompagnés depuis longtemps, qui sont assez matures. Kroger s'était lancé en 2017. Ils ont 2000 annonceurs aujourd'hui. Ils ne sont pas ils ne communiquent pas beaucoup sur leurs chiffres, et donc on ne peut pas en dire beaucoup plus. Tesco, évidemment, notre propriétaire, donc on les connaît bien. Ils avaient lancé le retail média en 2005. Il y a une vingtaine de propositions médias différentes, qu'on verra un petit peu tout à l'heure. On mesure les ROI en permanence. Et Tesco a voulu accélérer, il n'y a pas très longtemps, avec le lancement en novembre 2021 d'une plateforme ouverte, utilisable par les agences et par les marques, qui permet d'acheter des campagnes, quel que soit le canal, y compris dans les magasins, mais aussi sur le digital, en programmatique ou sur les actifs CRM de Tesco. Et c'est un gros succès qu'a connu Tesco pour développer ce retail média, qui est une activité en centaines de millions déjà pour Tesco et Ikea. Et enfin Walmart, dont on parle beaucoup aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'ils ont atteint une échelle qui est intéressante, 2 milliards de dollars de retail média, une ambition de doubler à 4 milliards en 2024. Donc ça va vite chez Walmart, et vous verrez que dans la lignée de Walmart, il y a d'autres acteurs américains qui maintenant commencent à progresser vite. Donc les chiffres que vous voyez là montrent bien que c'est une activité stratégique pour un distributeur. On ne peut plus se passer de cette source de chiffre d'affaires, mais surtout de profitabilité. Le retail média, c'est en moyenne 45 à 55% de marge pour un distributeur. Donc ça n'a rien à voir avec les marges traditionnelles qu'on connaît dans le retail. Et donc c'est devenu vraiment une activité très stratégique. Alors on va regarder ces 6 piliers ou ces 6 facteurs clés de succès du retail média, en commençant par, pour nous, celui qui est en fait le plus important et peut-être le plus compliqué, qui est celui des hommes, donc celui de la vision. Alors le setup des distributeurs est souvent le même, on peut passer au slide après, est souvent le même pour aborder le retail média. C'est qu'on débute le retail média en le logeant chez le marketing. Donc c'est souvent le CMO qui porte cette vision et qui va lancer le retail média. C'est assez logique, dans la mesure où dans le retail média, on parle aux clients en permanence, sur le digital, en magasin, en CRM. Et donc, c'est la responsabilité du marketing de s'assurer qu'on fait ça correctement. Après, c'est bien d'avoir le marketing qui soit lead sur le sujet, mais le retail média, ça touche aux relations avec les fournisseurs du distributeur. Et ça touche aussi à la façon dont on va agencer un magasin ou un site internet. Donc si la direction des achats n'est pas intimement partie de cette démarche, on a la plupart du temps soit des échecs, soit des difficultés vraiment à scaler. Donc pour nous, il est vraiment critique que la direction des achats soit vraiment impliquée dans cette démarche. Ensuite, évidemment, on va en parler tout à l'heure, la tech prend une part importante de la réussite d'un projet comme ça. Donc évidemment, le CTO doit être extrêmement présent pour les choix de technologies qui vont être faits pour gérer la plateforme. Il y a beaucoup d'aspects juridiques, donc évidemment, l'équipe juridique est très impliquée sur ces sujets-là, notamment quand on parle de digital off-site, donc l'extension d'audience. On utilise la donnée des distributeurs pour aller parler sur des sites qui ne sont pas ceux du distributeur. Là, on sait bien qu'il y a des législations qui sont compliquées, donc si le juridique n'est pas vraiment partie prenante, on a des dangers. Alors, je vous disais souvent, le retail média démarre au marketing avec donc l'appui nécessaire des fonctions que je viens de citer. Quand il est mature, nous, on recommande souvent de créer une entité à part qui va souvent dépendre directement du CMO ou du CEO.
Et dans un deuxième temps même, cette activité peut être ouverte vers l'extérieur. Et dans ces cas-là, on va créer une structure juridique, une entité juridique à part, indépendante. Et ça va permettre de faire des partenariats avec d'autres acteurs qui peuvent être des agences, qui peuvent être des providers de tech, qui peuvent être aussi d'autres distributeurs ou d'autres entreprises qui ont des assets data importants. Il y a eu des annonces, notamment de Carrefour, dans le domaine récemment, où on voit bien que l'enjeu de la syndication, donc d'être capable d'ajouter d'autres distributeurs à une offre retail média, est un enjeu de demain. Il y a d'autres distributeurs qui font déjà ça aux US. Et donc avoir une entité juridique à part pour faire ça, c'est important. Mais c'est un niveau de maturité qui est vraiment avancé. Alors on va s'intéresser au deuxième pilier qui nous paraît important dans le retail média. Si on passe les slides, c'est les canaux qu'on va choisir de monétiser. Alors, quand on est en France ou quand on est en Europe, d'une façon générale, on parle de digital média à la place du retail média. C'est-à-dire qu'on parle toujours de digital. J'entends toujours parler de digital. Les interventions que vous avez eues juste avant le démontraient. Le retail média est assez souvent confondu avec le digital retail média. Alors, on peut passer au slide après. C'est vrai que le digital retail média est important et en grosse croissance, une croissance très importante, avec ce qu'on appelle le RSS, Retail Sponsor Search, donc la recherche sur un site internet qui est monétisable. Évidemment, il y a une croissance très forte de ce canal-là. Mais il y a d'autres canaux qui existent. On peut parler de ce que nous on appelle le off-site, donc l'extension d'audience ou le programmatique. On peut parler des assets CRM des distributeurs, donc du couponing sur une application mobile, du couponing en sortie de caisse en magasin, de l'emailing, du SMS. Tout ça, c'est des canaux qui sont monétisables de façon assez importante. Et puis enfin, le magasin. Le magasin qui, en France, est monétisé assez largement, mais complètement à part de cet écosystème retail média, ce qui pour nous est un peu une erreur parce que ça ne permet pas de faire des campagnes relativement 360 pour les agences, où on va parler à un consommateur de façon pertinente en envoyant le bon message sur le bon canal au bon moment, et parfois c'est en magasin. Alors vous me direz, le magasin, c'est pas facile de faire du ciblage. On peut cibler des emplacements, on peut cibler des magasins, et puis évidemment, le magasin se digitalise. Il y a de plus en plus d'écrans digitaux en magasin, et donc on peut faire des choses assez admirables maintenant, même en ciblage dans les magasins. Donc l'erreur, ce serait d'oublier le magasin de cette démarche retail média. Si on passe au slide d'après, aux États-Unis, on s'aperçoit que les magasins ont un reach supérieur au digital. Si on regarde Walmart, Target et les autres des acteurs que vous voyez là, en rouge, et leur reach en magasin. Donc la capacité du magasin à toucher des consommateurs tous les mois est supérieure à celle du digital. Elle est même équivalente aux médias de la télévision aux US aujourd'hui. Donc oublier le magasin, c'est oublier un reach formidable. Et aujourd'hui, en médias, on réussit quand on a du reach. Donc intégrer le magasin dans une offre retail média et l'intégrer de façon vraiment connectée au reste, c'est vraiment important. Alors si on passe au slide d'après, l'intérêt aussi du magasin, c'est qu'on s'aperçoit que quand on intègre plusieurs canaux dans une campagne retail média, elle va être plus efficace. On disait tout à l'heure, si vous avez entendu Elodie chez Carrefour, que les clients Carrefour qui sont exposés, enfin qui sont multicanaux achètent plus. C'est la même chose dans le retail média. Vous touchez un consommateur dans plusieurs canaux, il va convertir plus, il va dépenser plus pour la marque. Donc, retrouver le message d'une marque sur un email, sur un site internet, mais aussi en tête de gondole d'un magasin ou sur un écran digital en magasin, ça va avoir plus d'impact. Voilà pourquoi le magasin est important. Alors après, on peut parler de l'offre. On a parlé des canaux. L'offre, elle doit être complète. En retail média, on peut répondre à beaucoup d'objectifs différents qui sont portés par beaucoup d'équipes différentes chez les marques. Et donc être capable de s'adapter à chacun des objectifs
pour avoir une proposition de valeur différente. C'est important parce que c'est ce qui va faire qu'on va être capable d'atteindre cet objectif de 1% du chiffre d'affaires réalisé en retail média. Donc, quand on vend du retail média, qu'on est un distributeur, on va s'adresser à toutes ces populations-là à l'intérieur de la marque. On va s'intéresser au trade marketing, on va s'intéresser au e-commerce, on va s'intéresser au marketing client, on va s'intéresser au brand marketing, on va s'intéresser évidemment aux agences, avec à chaque fois des objectifs qui leur sont propres et donc des dispositifs médias qui doivent être différents. On va mesurer des KPI qui ne seront pas les mêmes. Par exemple, le trade marketing va s'intéresser beaucoup aux ventes en magasin, aux parts de marché. Quand une équipe e-commerce va regarder les conversions en ligne directement, quand une équipe marketing client va regarder le trafic en magasin, le trafic incrémental, et les agences vont simplement vont regarder des scores de notoriété. Donc, les KPI sont différents, les budgets sont différents, les personnes avec lesquelles on parle sont différentes, et les dispositifs retail média doivent aussi être différents. Sinon, on ne capte pas la totalité de l'opportunité. Alors, on voit dans le slide d'après 3 exemples de dispositifs, je ne vais pas m'attarder dessus, mais qui répondent à chacun de ces objectifs. Vous avez des écrans digitaux à l'intérieur des magasins qui vont intéresser des équipes marketing trade ou marketing client et qui vont regarder un retour sur investissement direct en vente versus vous avez une campagne à l'extérieur d'un magasin sur un écran digital où on va toucher des activités, on va toucher des agences et donc des budgets qui sont différents. C'est des agences qui sont spécialisées sur tout ce qui est écran en dehors des magasins versus une campagne en RSS, Retail Sponsor Search, où là on va intéresser des agences médias, des équipes e-commerce qui vont regarder les conversions directes. Donc être capable, quand on répond à un pitch, d'avoir un dispositif dédié, personnalisé, qui va répondre à ces objectifs, c'est important pour vendre et c'est important aussi pour, au total, capter la totalité de l'opportunité du retail média. Et elle est importante, on l'a vu tout à l'heure. Alors on va passer au slide d'après. La data, alors tout le monde parle de la data. Je vous disais, nous on est dans cette activité chez Dunnhumby parce qu'on est une équipe, on est une entreprise de data science à la base. Voilà, je vous disais, on a 500 data scientists. Ça s'applique aussi au retail média. On pense que le retail média, ça doit être orienté client. Ça doit être one-to-one. Pourquoi ? Ce n'est pas écrit sur ce slide. C'est que pour un distributeur, il y a 2 objectifs quand on fait du retail média. En tout cas, c'est notre conviction forte. Le premier objectif, c'est de créer ce stream de revenus et de profitabilité qui est très important. Je disais au moins 1% de chiffre d'affaires. Le second, c'est que si on fait le retail média bien, c'est-à-dire si on fait des campagnes qui sont one-to-one, qui sont pertinentes, qui s'appuient sur la data, qui s'appuient sur des algorithmes de data science prédictifs, on va être plus pertinent dans la communication et donc on va générer des ventes. Les marques vont générer des ventes en magasin ou en e-commerce. Et donc, on va avoir un impact sur le cœur de métier du distributeur qui est l'activité retail. Et nous, on mesure l'impact d'une activité retail média aussi sur ça, sur l'incrémental en vente, et on le mesure en moyenne à 1 à 2%. Donc un distributeur qui opère un retail média personnalisé, qui s'appuie sur la data, va générer en plus 1 à 2% de chiffre d'affaires. Et donc c'est énorme, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, c'est un sujet au niveau COMEX. Ce n'est pas un sujet juste d'une équipe retail média, parce qu'on touche au core business. Donc là, on le voit ici, les marques veulent faire du one-to-one, et quand elles font du one-to-one, on fait des tests, évidemment, parce qu'on veut démontrer que les algorithmes de data science ont un impact. Ben là, on a un exemple de Retail Sponsor Search, où on a fait une campagne avec l'utilisation de la data, une campagne sans l'utilisation de la data. Les chiffres sont très différents, plus 22,7% d'ajout au panier en plus quand on utilise la data, et plus 32% de ROI. Donc ça fait une grosse différence pour les marques, ça fait une grosse différence pour les distributeurs. Il y a un autre intérêt, au slide d'après, quand on utilise la data, c'est qu'on va répondre à un objectif des agences qui est d'avoir des KPI avancés quand elles mesurent l'impact du retail média. Évidemment, le premier impact, c'est le ROI.
Et c'est le KPI qu'on va fournir tout de suite, mais elles sont très intéressées d'avoir des KPI qui sont beaucoup plus précis. Et là, on voit une campagne Pampers où on a été capable de dire, certes, qu'on a généré 75 000 pounds de ventes, c'était au UK, et 3 800 clients. Mais on est capable surtout de dire que parmi ces 3 800 clients, il y en a 83% qui étaient nouveaux à la marque et qu'il y en a 83% qui étaient nouveaux sur le produit et 59% nouveaux sur la marque. Et ça intéresse les marques, au-delà d'avoir juste un ROI simple. Et c'est en utilisant la data client qu'on est capable de dire ça, évidemment. Alors, on va passer à la tech. La tech qui est évidemment un sujet clé pour le retail média. Pourquoi? Parce que les agences utilisent déjà beaucoup de plateformes pour effectuer leurs achats médias d'une façon générale. On peut passer à la slide d'après. Elles utilisent AdWords, elles vont utiliser Facebook, etc. etc. Et ce sont des plateformes qui sont pertinentes, qui sont efficaces. Et donc, elles ne sont pas capables, elles ne veulent pas, pour des soucis d'efficacité en interne, utiliser beaucoup d'autres plateformes. Et donc, il faut proposer une plateforme qui soit efficace, qui soit au niveau de standard d'un AdWords, par exemple. Vous voyez ici que 86% des marques utilisent 3 plateformes retail média, pas plus. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand on construit ou quand on choisit sa plateforme retail média? On le voit au slide d'après, on a 4 recos. La première, c'est que la plateforme, elle doit être self-serve et ouverte vers l'extérieur. C'est un standard de marché aujourd'hui. Il faut pouvoir utiliser la plateforme de façon totalement autonome, qu'on soit une agence ou une marque. La deuxième, il faut que sur cette plateforme, il n'y ait pas trop de partenaires tech différents, parce qu'on a besoin de pouvoir construire une vue client unique. La troisième, il faut que cette plateforme soit ouverte vers l'extérieur, avec des API, parce que parfois les agences ou les marques vont vouloir ajouter de la data qui leur est propre, ou parfois elles vont vouloir utiliser cette plateforme à l'intérieur de leur plateforme d'achat à elles. Et donc elles vont plugger ces plateformes retail média dans leur plateforme à elles. Et enfin, il faut avoir une plateforme qui soit évolutive, parce que les propositions retail média peuvent évoluer. On peut intégrer d'autres propositions, par exemple la monétisation des insights consommateurs, qui peut être intégrée dans le retail média, par exemple la monétisation des promotions, qui peut être aussi intégrée dans le retail média, ou, on en parlait tout à l'heure, le couponing. Enfin, la mesure pour le distributeur, c'est évidemment l'élément clé pour être capable de scaler une activité retail média qui, je vous disais, peut atteindre des milliards pour un Walmart ou des dizaines de milliards pour un Amazon. Alors comment on fait? Il y a beaucoup de KPI différents à suivre. Il faut être capable de les suivre indépendamment et en temps réel. Alors évidemment, il y a la question du pourcentage d'inventaire qu'on est capable de monétiser, qu'on souhaite monétiser. C'est des choix qu'on fait, stratégiques. Ça peut être en magasin, donc on va regarder le nombre d'emplacements qu'on alloue au retail média en magasin. Ça peut être online, et là on va regarder les emplacements sur les sites internet ou sur les applications. Mais c'est des choix qui doivent être assumés et qui doivent être traqués en temps réel pour savoir pourquoi on est performant ou pas. Ça commence par l'inventaire. Le deuxième KPI important, c'est évidemment quel est le pourcentage de cet inventaire qu'on arrive effectivement à vendre. Et donc, il faut être capable de suivre ça en temps réel. On a des résultats qui sont souvent très différents entre le magasin, le digital, le programmatique, le CRM. Et donc, il faut s'adapter en temps réel à ça. Ensuite, est-ce que ça marche? Est-ce que les campagnes sont correctement implémentées en magasin? Est-ce qu'elles sont conformes à ce que demandent les magasins eux-mêmes? Parce qu'il y a des standards de qualité à respecter. Est-ce que, également sur le digital, les campagnes sont performantes de par leur couverture, de par leurs aspects techniques tels que la latence sur tout ce qui est on-site? Donc tout ça, c'est des choses qui se mesurent en temps réel parce que ça a un impact sur les ROI pour les marques et pour les agences à la fin. Ensuite, on regarde évidemment les éléments de pricing, et tout ça, c'est du temps réel, ou presque, même en magasin, puisqu'on peut acheter l'inventaire magasin sur les plateformes retail média. Donc il faut s'adapter en temps réel. Alors,
Online, on peut penser à des systèmes d'enchères. On peut être au CPC avec des systèmes d'enchères. On peut être au CPM sur des emplacements plus premium. En magasin, évidemment, on va être sur des coûts par emplacement. Il faut s'adapter en temps réel. Il faut être capable de changer son pricing selon les saisonnalités. Ensuite, évidemment, on va s'intéresser au retour sur investissement que mesurent les agences, que mesurent les marques, qui va être leur premier indicateur. On a vu tout à l'heure que ce n'était pas le seul. Et enfin, on va regarder au final quel chiffre d'affaires on génère, avec quelle rentabilité. Et je vous disais tout à l'heure, pour nous, le standard, c'est 45 à 55% de rentabilité pour un business retail média. Ça va dépendre des canaux, évidemment. Il y a des canaux qui sont plus rentables que d'autres, mais en moyenne, si on fait tous les canaux, on va atteindre 45 à 55%. Et on va mesurer enfin le revenu moyen par utilisateur, qui est un indicateur que suit Amazon de façon très précise. Et vous voyez qu'en améliorant chacun de ces KPI, ils ont réussi à faire augmenter de façon importante, de 111 à 143 $ leur revenu moyen par utilisateur sur leur offre retail média. Voilà, donc c'est complexe, mais ça se fait. Tout ça existe. Ces trackings sont tout à fait des choses qu'on peut mettre en place, mais il faut suivre ça de manière indépendante. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je voyais qu'il restait 10 minutes il y a 3-4 minutes. Je voulais laisser 4-5 minutes pour des questions, s'il y en a dans la salle. Et sinon, vous pouvez nous retrouver sur notre stand si vous avez des questions en one-to-one. Merci à tous et j'ouvre pour les questions. Pas de questions. Merci à tous alors. Et bon salon.